Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2018. Voilà, je travaille sur les mythes, comme vous l'aurez remarqué. Voilà, et je viens de me rendre compte de, de ce parallèle. Voilà, et ben je continue à travailler sur le Socrate, c'est la troisième partie, sur le Socrate de Carolus euh, Pia, un livre de 1900 et quelques, et qui est vraiment très inspirant pour moi. Alors, je vais reprendre ma lecture. Euh, Il faut vous souvenir, j'essaierai de raccrocher les wagons chaque vidéo pour avoir une lignée. Euh, donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Alors, Aristophane prend une attitude moins nette que celle d'Euripide. C'est un conservateur indigné qui n'omet aucune occasion de charger les radicaux et les progressistes de son temps. Et quelle vigueur, quelle verve comique. Voilà. Quelle verve comique. Euh, il sait y mettre, on peut en juger par les nuées et les grenouilles. Quelle vigueur, quelle verve comique il sait y mettre, on peut en juger par les nuées et les grenouilles. Mais son attitude vient du mécontentement que le présent lui inspire, non de sa croyance au passé. Il défend l'âge d'or, sans en avoir le parfum. Et ce qui domine dans son œuvre, ce qui s'y révèle, à tout bout de champ, c'est le plus superbe des scepticismes à l'égard des dieux de la vieille Grèce. Il a soin de nous faire entendre, dans l'une de ses premières pièces, que la foi religieuse ne va plus que d'un pas mal assuré. Et, dans tout le reste de son théâtre, il traite les dieux avec une telle désinvolture, il leur prête tant de ridicule, de vulgarité et de vilainie. Il les traîne avec un si beau sans-gêne dans la fange des passions humaines que l'on ne pouvait qu'en rire de franc cœur et de ce rire qui vient du doute et du mépris. Donc on reprend, voilà, on reprend le point de vue que veut inspirer Pia sur les présocratiques, sur le fait que ces philosophes commençaient à critiquer la pensée que les dieux du polythéisme avaient trop de défauts humains pour qu'ils puissent être considérés comme des dieux. Déjà là, il y a une critique de cette façon de voir les divinités. Et je pense que c'est une question c'est la conscience qui a évolué. La conscience des premiers hommes, des premiers Grecs qui ont utilisé ces dieux polythéistes, qui étaient à l'image des hommes, avec des comportements euh, extrêmement criminels parfois. Ils ne se privaient pas pour séduire pour séduire, pour violer, pour se battre, pour tuer, etc. Donc ils avaient une dimension qui correspondait certainement à ce que les penseurs du précédent, ce que les hommes précédents euh, avaient besoin. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de voir des dieux à cette image-là, et ça les gênait certainement pas à ce moment-là. Peut-être 10 000 ans avant, enfin, quand
quand ces dieux étaient en vigueur. Euh, un petit peu comme les dieux dans- qui correspondent à la tribu en Afrique, sont tout à fait adaptés à la tribu. S'il était vénéré, c'était le dieu crocodile, le dieu, etc. C'était tout à fait bien adapté à la pensée du moment, qui était juste comme celle-ci, quoi. Et là, donc, le bond de la conscience a fait une embardée, très certainement avec la philosophie, avec les premiers penseurs, avec les gens qui ont décidé à partir des pythagoriciens, et certainement avec l'influence des, des, des orientaux et des asiatiques. euh, il y avait la conscience a évolué, et donc ces dieux, ces dieux porteurs de défauts ne pouvaient plus ne pouvaient plus satisfaire les penseurs, les philosophes, etc. Voilà. On comprend encore que l'inimitable comique ait représenté Hercule comme un fier à bras, dont le premier et le dernier argument est toujours d'étrangler les gens. Bacchus comme un imbécile bavard et un gobe-mouche, et Mercure comme un personnage sans foi, un glouton qui a trouvé son paradis dès qu'il a des pâtés, des jambons et des tripes grillées à engloutir. Ainsi le voulaient les traditions de la comédie. De plus, comme l'a remarqué M. G. Sorel, ces dieux n'étaient peut-être pas donnés sur la scène, comme des dieux nationaux. Il s'agissait peut-être de l'Héraclès des Scythes, du Dionysios asiatique et de l'Hermès des Égyptiens, autant de divinités que l'on pouvait traiter comme des tribales, sans que la chose fût autrement choquante. Ah, tout à fait. Mais ce n'est pas seulement sur ces dieux de seconds ordres, et peut-être d'origine étrangère, qu'Aristophane aime à dépenser sa verve. Il est d'une hardiesse qui ne connaît pas de bornes. Il s'en prend à tous les habitants de l'Olympe, y compris les prêtres qui étaient attachés à leur service. Prométhée dans les oiseaux vient avertir Pistétérus que le ciel tout entier est dans la détresse. Depuis que vous avez fondé une ville dans les airs, dit-il, il n'y a plus un homme qui sacrifie aux dieux. La fumée des victimes ne monte plus jusqu'à nous. Pas la moindre offrande. Nous jeûnons comme aux fêtes de Cérès. Les dieux barbares qui meurent de faim crient comme des Illyriens et menacent de descendre en armes contre Jupiter, s'il ne leur ouvre des marchés où l'on vende des morceaux de victimes. Jupiter, qui obéit aux mêmes besoins, se laisse persuader. Il envoie à Néphélocosygie une ambassade composée de Neptune, d'Hercule et d'un tribal. Et Neptune lui-même, Neptune le grand roi de l'océan, s'y conduit comme un vil marchand. Il finit sur les conseils de ses compagnons par troquer le sceptre et la royauté de Jupiter contre quelques victuailles sans lesquelles l'Olympe va mourir de famine. On trouve une scène analogue vers la fin du Plutus. Et cette fois, ce ne sont pas seulement les dieux, ce sont aussi les prêtres qui se plaignent de n'avoir plus rien à manger. Je meurs d'inanition, dit un prêtre de Jupiter. Pourquoi dit Shrémil. Personne ne songe plus à offrir des sacrifices. Et pourquoi donc? Parce que tous les hommes sont riches. Ah, quand ils n'avaient rien, le marchand échappé au naufrage, l'accusé absous, immolé des victimes, tel autre sacrifié pour le succès d'un vœu, et le prêtre était du festin. Mais maintenant, plus la moindre victime, plus un fidèle dans le temple, mais des milliers de gens qui viennent s'y soulager le ventre. Une richesse s'était emparée des gens à cette époque-là. Tiens, c'est intéressant. Il n'était pas de nature à produire une impression plus fortifiante, ce dialogue du juste et de l'injuste que l'on trouve dans les nuées.
Le juste n'y oppose qu'une série de vaines réponses à la critique imprudente qu'il entend faire de la conduite de Jupiter, des vertus antiques et du vieux système d'éducation. Puis, à la fin, il capitule. Je suis vaincu, dit-il. Débauché, au nom des dieux, recevez mon manteau. Je passe dans vos rangs. Ça, alors, c'est vraiment incroyable. Parce que cette phrase, elle pourrait très bien s'adapter à la démocratie depuis les années 80. La dérive depuis que le marché, depuis que le libéralisme a trucidé son ennemi centenaire, le communisme, depuis qu'il l'a terrassé, il est rentré dans une toute-puissance, ce libéralisme. Une toute-puissance qui impose ses valeurs sans que plus aucun garde-fou, le communisme était une sorte de morale. Alors, il se comportait très mal dans la réalité, par rapport pour les libertés, pour tout un tas de choses. Il avait un comportement qui n'était pas approprié. C'est pour ça que l'humanité l'a repoussé au bénéfice du capitalisme. Mais il représentait alors une caution morale, la morale, l'éthique, les valeurs. Et le libéralisme ne pouvait pas se comporter trop mal sous peine d'envoyer des gens de l'autre côté, dans l'autre bord, chez son ennemi, sous peine de faire de plus en plus de communistes. Donc il était obligé de respecter les ouvriers, de respecter son éthique, de respecter tout un tas de choses. Depuis que le communisme est tombé, ceux qui étaient derrière le communisme sont restés stupéfaits, ceux qui avaient qui étaient proches de l'éthique, qui étaient proches de la morale, qui voulaient que l'humanité aille de mieux en mieux, etc., entre les années 80 et 2000, ils sont restés mais stupéfaits. Ils ont vu d'abord la défaite de leur idéologie et ils n'ont rien compris, quoi. Et donc ils se sont tus. Et à ce même moment, les nouveaux libéraux qui ont pris le pouvoir, tellement heureux d'être les vainqueurs, ils sont partis dans un sentiment de toute puissance, comme quand le mâle dominant chez les chimpanzés arrive à renverser l'ancien dominant, le prétendant, il arrive là, il prend les pleins pouvoirs et il traverse tout le camp en faisant des démonstrations de force. C'est ce qu'ont fait les Tapie, les Berlusconi, etc. Et tous ceux qui passaient à la télévision dans les années 80 et qui disaient oui, le communisme, c'est comme le fascisme, c'était affreux. Bon, voilà, il y a eu des millions de morts, ils ont été aussi criminels, c'est exactement la même pensée, alors que c'est deux pensées radicalement différentes. Une était trop avant-gardiste, c'est le cas du communisme, et c'est pour ça qu'elle n'a pas marché. Elle a été criminelle, ça, il ne faut pas se le cacher, mais c'est une idée généreuse, c'est une valeur généreuse, une valeur universelle, une valeur progressiste. Et l'autre est une valeur réactionnaire, une valeur qui veut qui veut pas d'étrangers, qui veut la guerre, qui veut voilà, qui est ce qu'ont amené Hitler, Mussolini, voilà des valeurs qui sont les valeurs antiques, les valeurs, c'est pas pour rien qu'ils ont repris les valeurs de la Grèce ou de la Rome antique, etc., qui n'étaient plus du tout avec la violence que ça engendrait à l'époque. Donc c'est vraiment autre chose, c'est un autre truc. Voilà. Je suis vaincu, dit-il.
Débauché, au nom des dieux, recevez mon manteau, je passe dans vos rangs. Et donc, depuis que le libéralisme est devenu tout puissant, l'éthique s'est cassé la figure, et ceux qui étaient éthiques, soit ils acceptaient de... Voilà, on le voit dans les politiques, ils se trahissent les uns les autres, ils passent sans complexe d'un camp à l'autre. Il y a plus vraiment de... Il n'y a plus rien qui les arrête, quoi, d'une certaine façon. Voilà, donc on ne voit pas pourquoi on serait éthique, puisque la vie est trop courte, on ne croit plus en Dieu, donc on ne sera pas jugé. Donc à quoi sert d'être éthique maintenant? À quoi il vaut mieux profiter de la vie le maximum, et puis voilà. Tout se rapproche de ça. Et en fait, le capitalisme, le libéralisme, sous la forme du marché, c'est-à-dire le libéralisme actuel, il enlève la valeur de la spiritualité. Il nous empêche de penser qu'il y ait un Dieu, un au-delà, parce qu'en fait, ça ne l'arrange pas. Il veut qu'on transgresse nos propres les valeurs, parce que c'est ça qui le fait vivre. Si on boit plus, si on mange plus, si on jeûne pas, si on fait voilà, si on consomme plus, si on va pas à la messe mais qu'on va au supermarché le dimanche, si on va pas au temple mais qu'on va au supermarché, si on va pas à la synagogue et qu'on va au supermarché, si on va pas voilà. Donc et idem pour les autres religions que je n'ai pas citées. Donc ça, c'est ce qu'il veut. Il veut absolument qu'on n'ait pas... C'est pour ça que je le traite, le marché, de pervers narcissique dans mes écrits sur la mécanique universelle. Je dis que le marché est à l'image du pervers narcissique. Il enlève les valeurs, il transforme, les, il fait des antimorales, la morale, il fait croire que son antimorale, c'est une morale. Par exemple, quand il dit, c'est un de ses leitmotifs de la perversion narcissique, si c'est pas moi qui l'avais abusé, un autre l'aurait fait à ma place. Si c'est pas moi c'est totalement faux. C'est une fausse morale qui est donnée pour une vraie morale. Et quand on l'écoute, elle sonne bien, elle sonne juste. Oui, c'est vrai. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Ça doit pas être lui. S'il est moral, il le fait pas, c'est tout. Et donc l'autre, s'il est moral, il le fait pas, etc. Et c'est comme ça que fonctionne le truc. Donc le pervers narcissique, il est anti-moral. Et donc le marché est anti-moral. Il fait croire, il dit consommez de toute manière, voilà, c'est pas grave, etc. Vous pouvez faire ça, c'est pas grave, vous pouvez, etc. Et il le fait passer pour des morales en fait. Et il stresse pour qu'on puisse consommer. Voilà, il a tout le mécanisme du pervers narcissique, de la perversion narcissique. Voilà. Bon, alors, comme chez les pervers, le pervers narcissique, soit il tue sa victime, soit elle finit par se rendre compte qu'elle a affaire à un PN. C'est ce qu'on voit quand on lit un peu les trucs sur la perversion narcissique. Donc il se rend compte qu'il a affaire à un pervers narcissique et il finit par s'en libérer, il s'en détache, il arrive à trouver Alors le système, le pervers, il ne veut pas lâcher sa proie, bien entendu. Et c'est ce qui se passe avec le marché. La société humaine, elle se rend compte que l'hyperconsommation, c'est une absurdité, que ça ne sert plus à rien, que c'est dangereux, etc. Donc on est vraiment en train de nous libérer du pervers narcissique qu'est le marché, tranquillement, tout doucement. Mais il veut pas lâcher celui qu'il a mis en, en- sous sa coupe, d'accord, par la séduction, voilà, en le mettant dans une sorte de confort, mais qui est un confort inconfortable, un peu comme le proxénète qui dit tu vas avoir plein d'argent, tu vas voir, tu auras des belles choses, et moi je vais te défendre. Et en fait, il met quelqu'un qui n'était pas dans un système de danger, dans un milieu dangereux, il le met dans un milieu dangereux, dans la rue, et il lui dit je vais te défendre. Et bien, le marché, il fait la même chose. Il nous stresse,
Et avec la télévision qu'il a achetée, il dit ben, je vais vous déstresser. Voilà exactement comment ça se passe. Bon, là, je vais arrêter pour cette vidéo. Voilà.